partie. Tu fais un chapitre? Je fais la partie... non, ouais, chapitre, ouais. C'est la partie 2. Donc je continue. Ce petit là, c'est une histoire qui a été longue, hein. Elle a duré que... Mais en fait, elle a été courte. C'est 4 mois, ça a été court. Enfin, si, ça a été long dans les périodes où on attendait. Alors, je continue à lire. Donc, partie 2. Quand la SLA entre en action. Ma mère était rarement malade. Mis à part son problème de sinusite chronique, hein, comme j'ai expliqué, à cause de cette connerie qu'elle avait fait quand elle était enfant, et de migraine ophtalmique. Elle avait des problèmes de migraine ophtalmique. Ça, c'est venu de sa mère. C'était une partie génétique, je pense. D'ailleurs, ma nièce a aussi des migraines ophtalmiques. Ajouté à des douleurs dorsales. Elle n'était pas une personne fragile au niveau santé. Voilà. Dès le début de l'année 2015, je m'étais rendu compte de ses difficultés de déglutition quand elle cherchait à avaler ses gélules de grande camomille. Donc ça, tu connais aussi, Tania, maintenant, la grande camomille. C'est pour réduire les problèmes de migraine. Voilà. Donc, complément alimentaire destiné à réduire la survenue de migraine ophtalmique. Mais elle me répondait que le médecin généraliste n'allait pas s'intéresser à sa santé, qu'il avait déjà suffisamment à faire entre ma CEP et la santé de mon père. C'était un peu comme si elle ne s'autorisait pas à être malade. Un jour, alors qu'on prenait le thé ensemble, elle avait tout recraché ce qu'elle avait dans la bouche. Je n'avais pas bien compris ce qui venait de se passer, mais comme elle avait pris cela à la rigolade, j'avais compris qu'il ne fallait pas lui poser de questions. En début d'été, je lui faisais remarquer qu'elle parlait bizarrement. Maman articule, je ne comprends rien à ce que tu dis. Comme on me le dit souvent aussi, je vous disais, c'est la famille. C'est à quoi elle m'avait répondu qu'elle ne faisait pas exprès. Elle m'avait une fois parlé de son impression de ressentir une certaine instabilité lorsqu'elle marchait dans le jardin, mais elle n'était jamais tombée et elle ne pensait pas que c'était en lien avec ses difficultés de parole et de déglutition. C'est souvent le problème, hein. Quand on a au départ des problèmes, on ne les met pas, on les relie pas les uns aux autres. Et moi, c'est pareil pour la sclérose en plaques, les problèmes urinaires, les problèmes de vue, les problèmes de picotement dans les mains, je ne m'étais pas rapprochée. Enfin, je les avais pas. Quand j'allais voir le médecin généraliste, je parlais pas de mes problèmes aux yeux, tu vois. Alors qu'ils auraient pu faire le rapprochement eux-mêmes. Bref. Donc, quelques jours plus tard, le kiné, donc on est toujours en juillet 2015, si tu suis toujours. Oui, Je dis ça pour les gens qui me regardent. Quelques jours plus tard, le kiné de mon père me prenait à part pour m'alerter. Non, mais je dis ça parce que je fais souvent des bifurcations. oui. Donc c'est le kiné de mon père qui venait à domicile et qui me dit, donc il me conseillait d'appeler le médecin pensant qu'elle avait fait un AVC. Au début, il pensait à ça. J'étais tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait absolument appeler au plus vite le médecin généraliste. Donc, malgré le désaccord de ma mère, c'est ce que j'ai fait. Ouais, elle voulait pas. Voilà, c'est bon, c'est quelque chose à faire, comme petit problème de santé. Voilà, c'est un peu ce qu'elle disait. Donc, chapitre 1, l'attente du diagnostic officiel. Après en avoir parlé à ma mère, j'avais donc appelé le médecin de famille qui était venu dans la semaine pour la voir. Partant sur la piste d'un accident vasculaire cérébral, AVC, mais tout en envisageant d'autres hypothèses possibles, sans toutefois nous préciser lesquelles, il lui avait prescrit un scanner ainsi qu'un bilan cardiaque. Voilà, donc il faisait comme si... Bon, il avait également laissé un courrier destiné à un neurologue. Les différents examens n'ayant rien donné, le jour de la réalisation du scanner de la radiologie... Non. Le jour de la réalisation du scanner, le radiologue de la clinique avait permis à ma mère de passer une IRM en urgence. Bah oui, il devait savoir, hein, il devait se dire, bon, quand même mauvais. Disons que quand le cardiologue ça n'avait rien donné, il disait, bon, quand c'est comme ça, elle parle mal, de parole, elle est âgée, voilà, bref. Ce dernier examen n'ayant rien révélé d'anormal non plus, donc c'était pas la sclérose en plaques, il ne restait plus qu'à consulter au plus vite un neurologue. C'est ce qui lui avait été proposé le jour même de la réalisation d'un scanner. Ma mère avait fait le choix du neurologue, celle-ci lui en étant j'avais plus parlé. C'était une neurologue, ouais. Le jour où elle est allée faire son IRM, elle était toute seule, je me souviens. J'étais pas allée avec elle. Elle était à la clinique du parc. Et là, on lui a dit, bah écoutez, il ne reste plus qu'un neurologue à aller voir. Et on connaît quelqu'un qui tout le monde dit qu'elle est bien. Bref, on va en voir après. Ma mère avait fait le choix d'une neurologue, celle-ci lui ayant été présentée comme une personne très à l'écoute et compétente. Le rendez-vous était donc pris le 31 août 2015.
au matin. Encore un mois à attendre. Donc on est en juillet, voilà. Et là, je suis allée avec elle. A priori, l'hypothèse de l'AVC était écartée. Pas pour tout le monde. Là, je fais une petite... Que certaines personnes autour d'elle ne pouvaient pas s'empêcher de proposer leur propre diagnostic. Ainsi, pour le dentiste de mon père, il s'agissait d'un AVC invisible. Je promets, c'était le dentiste qui avait dit ça. Qui pouvait ne pas se voir au scanner et à l'IRM. Il disait avec ironie qu'il était persuadé que c'était mon père qui était en train de tuer ma mère. Il faisait allusion à la patience de ma mère vis-à-vis de mon père qu'elle aidait au quotidien depuis des années. Je dis, il m'a dit ça. Durant ce mois d'attente, je pensais qu'il était important que ma mère puisse en profiter pour se reposer à la maison. Ma tante, sœur de mon père, avait rapidement proposé de prendre son frère avec lui à la montagne pour tout le mois d'août. Donc comme ça, on s'est retrouvés, ma mère et moi, tout seul, tout le mois d'août, ici. Et je me souviens, elle avait profité de la piscine et tout, j'envoyais faire ses longueurs, elle était contente. Et moi, je me disais, il faut que je profite de ces moments avec elle, parce que je crois que c'est les derniers moments que je passe avec elle. Je ressentais ça au fond de moi. Ouais. Repas forcé de ma mère. À l'époque où mon père était parti à l'Égual, l'hypothèse d'un AVC, donc là, l'Égual, c'est là où ma tante a un chalet, l'hypothèse d'un AVC était encore possible. Mon père étant inquiet, ce n'était pas le seul, il était préférable de le faire partir, afin de ne pas rajouter de la tension nerveuse à ma mère. Elle et moi avons donc passé tout le mois d'août ensemble. Elle avait pu profiter de la piscine, du jardin et des chats, bref, elle s'était réellement reposée. Deuxièmement, l'hypothèse de l'AVC est écartée. Plus le temps passait et plus l'hypothèse de l'AVC était peu probable. Comme je l'avais fait pour moi durant la période d'attente du diagnostic de sclérose en plaques, c'est vrai que pour moi ça a réveillé tout ça. Tu vois, cette attente de me dire un bon diagnostic, les médecins qu'est-ce qu'ils font, faut attendre. Ça t'a fait penser à... Ouais, ça me rappelait moi, mais moi ça a duré des années. Je m'étais lancée sur internet à la recherche de maladies pouvant provoquer des problèmes de locution. J'étais alors tombée sur un article qui parlait de la maladie de Parkinson. Je n'étais pas sûre de mon diagnostic, mais je savais au fond de moi qu'il s'agissait d'une maladie grave. Je le sentais. Mais il me fallait apprendre la patience. Encore quelques semaines et on allait enfin savoir. Donc je dis ça ressemble à ça, mais je sais pas. Ah. Alors, troisièmement, un rendez-vous au CHU tant attendu. C'était pas fini l'attente. Parce que après. Donc ce fameux rendez-vous avec la neurologue de la clinique, ma mère et moi, attendions avec impatience. Donc enfin, le jour y arrive. Donc, on allait enfin savoir. Essayez de siffler. Et on m'a demandé de faire ça, alors je n'arrivais pas à siffler. Tirer la langue. Après avoir donné quelques ordres un peu surprenants... Elle arrivait à tirer la langue? Je pense, oui, mais elle avait dû voir qu'elle avait une langue un peu... il y a une atrophie, je crois, de la langue. D'accord. Elle lui avait vérifié ses réflexes au niveau des bras et des jambes. La neurologue s'était remise à son bureau pour nous expliquer qu'il nous fallait nous rendre au CHU. Voilà. Docteur, vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est moi qui lui avais posé la question. Je pense que si je ne lui avais pas posé directement la question, elle n'aurait certainement rien dit de plus. Donc nous allons repartir comme ça, quoi. Cela ressemble à une paralysie musculaire progressive, c'est ce qu'elle m'avait dit. La neurologue nous expliquait qu'on allait devoir se rendre au CHU, à l'unité des motoneurones, chez le docteur P, pour passer les examens qui étaient nécessaires à l'établissement du diagnostic. Donc elle pouvait rien dire, il fallait faire encore un examen. Alors qu'elle savait, hein. Le docteur était censé appeler le CHU et nous rappeler au plus vite, on pensait, pour nous donner la date de rendez-vous avec le CHU. Moi, je pensais que dans les 3 jours qu'elle est arrivée, on allait avoir un rendez-vous, tu vois. Ah non. Rebelote. Comble de l'ironie, ma mère est morte de la SLA sans avoir eu le temps de passer ses soi-disant examens indispensables au diagnostic. Elle les a jamais passés. À l'issue de cette consultation, le malaise était palpable. Ma mère et moi étions sortis de cette consultation en étant restés sur notre faim. On ne comprenait pas que l'on nous fasse rentrer ainsi à la maison, sans nous avoir permis de mettre des mots sur ce mal qui rongeait ma mère à petit feu. Et il nous fallait encore attendre qu'on nous téléphone, mais la maladie, elle, n'attendait pas. L'état de ma mère empirait chaque jour. Pourtant, ma mère aurait souhaité être informée afin d'avoir le temps de se préparer à partir. C'était ce qu'elle m'avait dit. Mais en réalité, je pense qu'elle aurait eu bien du mal à accepter ce terrible diagnostic. Elle avait peur de sa fin de vie, de savoir comment elle allait finir ses jours. Dans le moment d'angoisse, elle réclamait de pouvoir partir en Suisse pour être euthanasiée. Une fois, je me souviens, le médecin généraliste était venu et a dit « faut en finir vite avec moi, j'en peux plus. » Et le médecin, il baissait la tête comme ça, il ne savait pas quoi lui dire. Au bout de 15 jours, sans nouvelles, je voulais une explication sur le pourquoi on nous laissait dans cette solitude et dans cette attente qui était devenue insupportable. Je décidai d'écrire à la neurologue.
Parce que j'ai écrit là. T'as écrit à la neurologue. Sa lettre en retour expliquait que contrairement à ce que j'avais écrit, selon elle, il n'y avait pas d'errance médicale et que l'attente était de la faute du CHU. Et non, c'est toujours facile de dire c'est la faute du CHU. Qui ne nous avait pas encore appelés. Au final, 3 semaines s'étaient écoulées avant que le CHU ne nous téléphone pour nous dire « Appelez le CHU pour revenir d'un rendez-vous avec le docteur. » T'imagines? C'est fou. Hein. Si j'avais su qu'on allait devoir attendre 3 semaines pour s'entendre dire cela, je pense que j'aurais décroché moi-même le téléphone dès le 31 août afin d'appeler le CHU. Mais elle n'aurait pas pu prescrire les examens et faire les examens. Ça se faisait qu'au CHU. Mais les examens, elle les a pas fait. Elle n'a pas pris rendez-vous. En fait, ce qu'elle aurait dû faire, c'est tout de suite dire je suspecte la maladie de Charcot. Pour fait confirmer par le médecin au CHU, c'est lui qui est spécialiste. Mais au lieu de dire ça, bah non, c'est pas une errance médicale. Je sais que je l'avais fait, là je n'en parle pas, mais j'avais pris un rendez-vous. Et puis le jour du rendez-vous, elle a reçu ma lettre. Et on n'est pas été au rendez-vous. J'avais trop la rage. Ah ouais. En tout cas, après, je suis pris un rendez-vous pour rien. Elle nous a attendu. Elle aussi, elle nous a attendu. Attends, c'est bon quoi. Il faut encore attendre. Alors là, ouais, il reste plus que c'est quasiment fini. Ouais, ça va dépendre si on va jusqu'au mois de septembre. Ouais. Là, c'est quand, là, maintenant? Là, on est... Quand t'as appelé le CHU? Début septembre. Début septembre. Il faut encore attendre. Bah oui, le rendez-vous. Alors, au mois de septembre, la SLA était la maladie que je redoutais. Là, tu as commencé à m'être renseigné. Mais parce que le motoneurone, je voulais aller voir et puis j'ai trouvé ça. Mais il nous fallait encore attendre. Ma mère ne voulait pas que j'en parle, tant que le diagnostic officiel n'était pas rendu. Donc, elle désignait la SLA sous un nom camouflé pour ne pas que l'entourage comprenne de quoi on parlait. La MDC, pour maladie de Charcot. Ah ouais, on avait un code entre nous, on ne parlait pas de la maladie, on disait la MDC. Ah ouais. Cette période d'attente me rappelait celle vécue durant les 3 années de coma de mon père, lorsqu'il était au service de réanimation au CHU Grigny-Chauliac. En fait, l'attente était de me dire tu vas mourir ou pas, quoi. Ben oui. Et là, ils nous font attendre avant pour nous dire elle va mourir, quoi. C'est horrible. Période pendant laquelle je m'étais 1000 fois demandé si mon père allait décéder ou bien survivre à une telle épreuve. Pour ma mère, la question était de savoir si la maladie dont elle souffrait allait l'emporter dans l'année ou bien si elle en avait encore pour plusieurs années. Personne n'aurait osé répondre. La SLA est une maladie tellement sournoise et imprévisible. En 4 mois. Pourtant, il y a des gens qui peuvent vivre longtemps avec. C'est horrible, hein, en 4 mois. Personne n'aurait pu dire. Un lourd secret à garder. J'en voulais donc encore plus fortement à cette neurologue de ne pas avoir osé nous parler du diagnostic qu'elle suspectait. Ne rien nous dire, c'était nous faire perdre du temps et nous contraindre au silence. Je comprenais bien qu'avant d'annoncer un tel diagnostic, il valait mieux être sûr de son diagnostic, mais en nous faisant ainsi attendre, ce n'était vraiment pas nous rendre service. J'avais bien compris qu'elle suspectait la maladie de Charcot, puisque ma mère avait à se rendre au centre de la SLA. Mais je n'avais pas le droit d'en parler. J'étais tenue au secret, ma mère refusant qu'on en parle tant que le diagnostic n'aurait pas été annoncé officiellement par un neurologue. Je tenais entre mes mains un secret bien trop lourd pour moi toute seule. J'étais révoltée de réaliser que ma mère avait, elle aussi, une sclérose, et qu'il s'agissait d'une maladie mortelle. Je n'arrivais pas à m'y faire à l'idée. Vu l'évolution rapide de son état, je sentais bien que le temps était compté. Le pire, c'est que je ne pouvais pas lui parler de ce qui me préoccupait le plus, parce que la maladie la rendait hyper émotive. Elle me disait, Christelle, ne me donne pas d'émotions fortes, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je ne veux rien lui dire, comme une fois, je lui avais parlé. Ah, là, c'est la finale. Là. Un mois de septembre, plein de rebondissements. Le mois de septembre 2015 était une période d'attente de confirmation du diagnostic. Une maladie grave et mortelle que je redoutais. J'avais bien du mal à vivre avec ce lourd secret, à tel point que cela me mettait dans un état émotionnel perturbant et difficile. Et bien sûr, il y a toujours des gens pour profiter du malheur qui vous tombe dessus. C'était justement ce qui allait m'arriver ce matin-là, en étant victime d'une arnaque au rétroviseur. Tu te rappelles ça? Je t'avais parlé. C'est votre arrivé là, c'est arrivé en décembre. De retour de ma séance de kiné, je me trouvais dans le quartier hôpital faculté quand un fort bruit venait me surprendre au passage d'une voiture. Je ne comprenais pas du tout ce qui venait de se passer. Arrivé à la hauteur du feu tricolore, une personne était sortie de la voiture pour venir me parler. Le conducteur me disait que je venais de percuter sa voiture. Bref, étant sous le choc émotionnel de la situation familiale actuelle, je n'étais pas capable de réagir alors que je comprenais que j'étais en train de me faire arnaquer. Ce monsieur tentait de me convaincre que j'étais l'auteur des rayures sur sa voiture et comme elle était neuve, il ne pouvait pas la laisser dans cet état.
Il m'avait demandé de sortir de l'argent en distributeur pour pouvoir payer la réparation. Il m'expliquait que c'était une meilleure solution que de remplir un constat. J'étais ainsi délestée de 150 €. Je m'en sortais plutôt bien vu qu'il avait réduit la somme quand il avait compris que je souffrais de sclérose en plaques, que mon père était une personne handicapée et que ma mère allait peut-être décéder rapidement de la maladie de Charcot. Tu parles, il a piqué. Il a au début demandé 300 € et finalement il m'a donné que 150 € quand il s'est dit, oh putain, là, bon. Ouais. Les gens vraiment. Quel enfoiré, tu l'as dit. Durant cette même période, je m'étais entretenue un jour avec ma kiné sur l'état de santé de ma mère afin d'avoir son avis. Elle m'avait confié qu'une amie de sa mère souffrait de la SLA. Je n'avais pas été surprise d'apprendre que les troubles de ma mère étaient assez similaires et lui faisaient donc penser à la maladie de Charcot. De retour de la séance, je tentais d'annoncer à ma mère qu'il fallait se préparer à recevoir une mauvaise nouvelle par rapport à sa santé. Je lui confiais que jamais je ne pourrais accepter un tel diagnostic pour elle. Après tout ce qu'on avait traversé, je ne pouvais pas accepter ce qui lui arrivait. Je trouvais ça tellement injuste. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter en pensant que ma mère allait mourir de cette maladie. J'étais surprise de l'entendre dire, pour tenter de me consoler, arrête d'anticiper Christelle. Elle qui était toujours la première à vouloir anticiper les événements. Cette fois-ci, elle me demandait d'attendre. En ayant vraiment marre d'attendre, une idée m'avait traversé l'esprit. Et si je contactais par moi-même ce fameux neurologue du CHU? D'autant qu'il m'avait déjà eu comme patiente pour ma sclérose en plaques. Ouais, je le connaissais en fait. J'étais donc entrée en contact avec lui par mail. Il nous avait alors appris que le rendez-vous demandé par la neurologue n'était qu'une simple consultation et non des examens à passer. Tu vois, elle a été nulle. Hein. Et entre-temps, ma tante a été allée la voir pour mon oncle qui avait des problèmes à la main. Et on a fait un diagnostic. Et au final, ils n'ont pas fait, il n'y a rien fait d'autre. Et un mois après, il a appris qu'il fallait faire l'examen rapidement. Et du coup, il a perdu l'usage de sa main. T'imagines un peu? Elle est trop conne. Hein. Franchement, elle est nulle. Alors, tu parles d'une fille sympa et elle écoute. Et la clinique du parc, elle. Putain. Ouais. Donc j'apprends donc c'était pas une consultation. En attendant ce jour, le jeudi 1er octobre 2015, j'avais rendez-vous avec mon neurologue, un professeur du même CHU, tout le monde le connaît, dans le cadre d'un suivi de la sclérose en plaques. Je lui demandais s'il était d'accord pour recevoir ma mère lors de ma consultation. Je connaissais ma mère. C'était ainsi que le diagnostic de la maladie de Charcot que je suspectais nous était annoncé officiellement le lundi 21 septembre 2015. Donc c'est le professeur Labauche qui l'a dit à moi, qui m'a dit oui, c'est ce que vous suspectiez, c'est bien ça. Ne vous inquiétez pas, elle va être... Il lui a fait des examens, le docteur Labauche, ou juste la des examens cliniques. Juste c'est ça. Après, c'est pour confirmer, mais elle a jamais fait. Il tentait de nous rassurer en nous expliquant que maintenant ma mère allait être bien prise en charge, mais cela ne pouvait suffire à nous en convaincre. Ma mère me contraignit encore au silence afin de ne pas inquiéter mon père et la famille pour rien. Voilà. Et après, l'annonce du diagnostic. Pour rien. Ouais. C'est jeudi 1er octobre où il y a eu enfin le diagnostic. C'est fini, attends. On sait toujours pas. Et moi, je pouvais toujours rien dire. T'imagines un peu? Depuis le mois de, je sais pas, mois de juillet, août, ça fait 3 mois que je suis là, on sait que, donc on pouvait rien préparer. C'est quand tu dis tu vas mourir, bah, tu essaies d'organiser quelque chose, quoi. Tu vois, rien. Même quand tu essaies de préparer quelque chose, tu sais pas, attends quoi, qu'on te dise que tu vas mourir demain, non. C'était dur, hein. J'aurais préféré qu'on en discute et qu'ils disent, voilà, on suspecte ça, on aura la confirmation bientôt, mais prévoyez qu'est-ce qu'on fait, quoi. Tu vois? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc j'avais vraiment la haine. Hein. Alors je dis, est-ce qu'il y a le temps de raconter? Tu as fini ton chapitre là Non, mais au moins vas-y. Le diagnostic, comment ça s'est passé avec le professeur. C'est le neurologue, faut que je te raconte l'histoire. Le docteur P, je sais comment il s'appelle, mais je dirais le docteur P. C'est lui qui m'avait fait un boost de cortisone en 2008, 2009, un truc comme ça, en 3 jours. Jusqu'à présent, on faisait toujours les bolus en 5 jours, il m'avait fait en 3 jours à la clinique. Et je me souviens, dernier jour, donc d'habitude, il venait chaque jour pour voir comment quel j'étais. En général, je l'attendais sur le lit médicalisé. Bon. Ouais. Ce jour-là, ma mère était un peu fatiguée, elle s'était étendue sur le lit. Quand elle est rentrée, elle avait vu ma mère, il dit, ah, j'ai une nouvelle patiente, en rigolant. Et là, d'avoir comme patiente, ça m'a fait bizarre. Tu vois, ça m'a rappelé ce moment-là. Ouais. Là, en tout cas, là, on était en 2015. Ouais. Le jeudi 1er octobre 2015, j'ai accompagné ma mère au CHU Guy Turiac à Montpellier, à la clinique du motoneurone.
cela n'était pas facile de nous retrouver dans cet endroit. 8 ans plus tôt, c'était ma mère qui m'accompagnait à ce même CHU pour recevoir confirmation de ma CEP. Ouais, on était allé voir un grand professeur qui depuis est passé... D'ailleurs, lui, avant, il était pour la sclérose en plaques, il est passé en motoneurone. J'étais allé le voir, ouais. Il y a 8 ans, ma mère était venue avec moi pour la sclérose en plaques. Et il y a 30 ans de ça, on était au CHU, le même CHU, pour mon père qui était hospitalisé dans le coma. Tu vois? Donc, dur passé, quoi. C'est pour ça que au début, j'ai pas eu envie d'aller revoir la bouche alors. Donc, je me sentais tout drôle à me retrouver avec elle ici pour recevoir la confirmation d'un tout autre diagnostic. C'était de la maladie Charcot. Le terme de motoneurone évoquait donc quelque chose de négatif pour moi, un pronostic très sombre. Dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente. Ce matin-là, on pouvait voir des personnes atteintes de la SLA qui attendaient dans la salle d'attente. Une se trouvait allongée dans un brancard et parlait très difficilement. Sa voix était désagréable à entendre, d'autant qu'elle passait son temps à dire à sa fille « J'en ai marre ». L'autre était en fauteuil roulant avec un appareil fixé à l'arrière et des tuyaux dans le nez pour l'aider à respirer. Ma mère m'avait dit « Christelle, tu ne me laisseras jamais arriver à un tel stade, s'il te plaît. Je ne veux pas connaître ça. » Tu imagines l'impression qu'elle me mettait? Malheureusement, je crois qu'elle a connu bien pire. Je comprenais qu'elle était choquée de voir dans quel état se trouvaient ces personnes et je réalisais également qu'elle n'avait donc pas encore réellement réalisé que c'est ce qui l'attendait aussi, pour les mois ou pour les années à venir. Personne ne pouvait le dire. Le neurologue nous avait expliqué lors de la consultation que ces personnes avaient déjà plusieurs mois de maladie derrière elles. C'était pour nous rassurer, tu vois. Ouais. Il cherchait à rassurer ma mère, mais quand on sait que la maladie l'a dégommée en seulement 4 mois et demi... Sur le moment, elle me faisait penser aux personnes qui pensent, en voyant une personne en fauteuil roulant, que jamais elle ne pourrait supporter une vie de personne handicapée. En fait, on ne réalise pas tout ce dont on est capable de supporter tant qu'on n'y est pas réellement confronté. Jamais. L'état de ces deux femmes que je voyais ne me surprenait pas, vu qu'on était au centre de la SLA. Je savais que la SLA était une belle saloperie de maladie. Donc, je m'attendais bien à ce que ma mère connaisse des moments atroces à vivre. Elle portait un regard de personne valide sur ces deux dames. Étrangement, ma mère, qui disait souvent vouloir partir en Suisse pour y être euthanasiée afin de ne pas connaître une fin de vie avec la SLA, s'est accrochée à la vie jusqu'à son tout dernier souffle de vie. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je trouve ça beau. Ma mère disait vouloir mourir dans la dignité. Pour elle, cela signifiait qu'elle ne voulait pas finir sa vie en soins palliatifs. Pourtant, selon le docteur de l'unité de soins palliatifs au CHU de Saint-Éloi, on soigne non pas des mourants, mais des êtres vivants. Cela veut dire que ces personnes ont le droit au respect et qu'il faut les considérer comme des êtres vivants jusqu'à leur dernier souffle de vie. Autrement dit, notre regard doit les porter et non les rabaisser. La consultation. Ah, la consultation quand même. La consultation. Le pauvre médecin. Au bout d'une heure passée dans la salle d'attente. 1 heure dans la salle d'attente. On a attendu. Le docteur nous recevait, ma mère et moi. Après nous avoir rappelé pourquoi nous étions là, obtenir la confirmation du diagnostic suspecté par sa collègue, mais qui ne nous avait pas été révélé, il lui avait posé plusieurs questions qui portaient sur son passé familial en rapport avec l'existence ou non de maladies neurodégénératives. Ma mère étant orpheline jeune, ces questions étaient douloureuses pour elle, puisque cela lui rappelait qu'elle ne savait pas grand-chose sur ses parents et sa famille. Ah, elle peut rien dire, tu vois. Ses parents sont morts jeunes et voilà. Puis, il lui demandait si elle avait été en contact avec des toxines. Une fois terminé l'examen clinique habituellement pratiqué pour une telle pathologie, il se remettait à son bureau pour taper le compte-rendu à délivrer à sa consoeur. Ma mère semblait se délecter de prendre tout son temps pour se rhabiller et remettre ses chaussures, pendant que le neurologue attendait qu'elle soit prête pour lui annoncer le fameux diagnostic d'une maladie grave et mortelle. Elle me donnait l'impression de n'être pas du tout pressée de l'entendre, ce diagnostic, de chercher à retarder l'arrivée de ce moment au maximum. C'est vrai, à ce moment, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me souviens encore. Le médecin était en face avec son... Ma mère était à gauche et moi j'étais à droite. Et alors le docteur, qu'est-ce que vous a dit la neurologue? Parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il veut pouvoir lui dire. Ma mère, rien. Si, elle avait quand même dit une paralysie progressive. C'est tout ce que je lui avais demandé. Là. Il lui expliquait qu'elle présentait bien des signes de la maladie de Charcot et qu'elle allait recevoir un traitement destiné à freiner l'évolution de la maladie, du Rilutec et de la vitamine E, et avoir droit à des séances de kiné et d'orthophonie. Il poursuivait en prodiguant des conseils tels que de ne jamais dépasser les limites de sa fatigue,
parce que cela pouvait avoir pour conséquence de faire évoluer la maladie plus vite. Ma mère étant une personne très active, allait avoir bien du mal à suivre un tel conseil. Au contraire, elle a fait tout ce qu'il fallait pas. Ça a activé encore plus la maladie. Ah ouais. Si, elle a poussé la table une fois, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Mais je pousse la grosse table, pourquoi faire? Pour me prouver que je suis capable de faire quelque chose. Vachement utile. Je dis, ah, elle me mettait en colère. Ensuite, il remplissait les divers documents à nous remettre. Prescription pour des séances de kiné, prescription pour se procurer à la pharmacie le traitement à prendre. Il nous demandait si on avait des questions à lui poser. Ma mère voulait savoir combien de temps il lui restait à vivre. Il répondait que c'était variable selon les personnes, de 6 mois à 2 à 3 ans en moyenne. 6 mois, elle n'a pas tenu 6 mois. Le CHU devait rappeler ma mère pour convenir du rendez-vous fixé pour la réalisation des examens pour lesquels nous étions venus spécialement au CHU. Les examens, pourquoi faire? Les examens pour... Bah, elle a eu le temps d'avoir le traitement? Elle n'a jamais fait. Le traitement, elle a fait une semaine, même pas. Nous n'étions pas vraiment surpris de cette annonce, puisque nous le savions déjà par le neurologue qui me suivait dans le cadre de la CEP. Et lui, au moins, c'était le premier qui l'a dit. Enfin, un médecin qui le disait. Là, enfin, on avait quoi à parler, en théorie. Une fois la consultation terminée, nous avions été voir l'assistante sociale pour savoir comment lancer au plus vite la procédure d'aide sociale, auquel ma mère et moi avions droit. APA pour ma mère et PCH pour moi. Ma mère s'inquiétait beaucoup de savoir ce que mon père et moi allions devenir sans elle. Ah bon? Sachant que jusqu'à l'apparition de sa maladie, c'était elle qui s'occupait du ménage, des cours, des papiers, etc. Troisième. C'est presque fini. Une promesse faite à ma mère, bien difficile à tenir. Le jour où le diagnostic que je suspectais était confirmé, j'avais fait la promesse à ma mère de l'accompagner jusqu'à la fin. Cela voulait dire que pour moi, d'être à ses côtés, c'était son dernier souffle de vie. Elle me disait ne pas avoir le temps de déprimer. J'ai tant de choses à faire avant de partir. Parce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas pu faire grand-chose. Je me souviens avoir pleuré une fois arrivée dans la voiture pour la raccompagner à la maison. Elle ne pouvait plus conduire, donc c'est moi qui conduisais. Ouais. Elle a pleuré? C'est moi, enfin, elle aussi, on a peut-être été deux. Je trouvais tellement injuste ce qui lui arrivait. Quand on s'était... Ah ouais, parce que là, c'était moi qui voulais être ma mère, mais on a eu le diagnostic, mais... Il fallait rien dire encore. J'aurais jamais dû accepter. Quand on était rentré à la maison vers 13h, mon père nous attendait. Ma mère avait fait le choix de ne rien lui dire, afin de le protéger pendant encore quelques jours et de ne pas être harcelée de questions. Elle voulait pas qu'elle... Durant tous les 2 mois d'été, ma mère avait encore espoir de pouvoir retrouver la parole. Le dentiste de mon père lui avait même dit que cela pouvait prendre des mois après un AVC. Elle en souriait même lorsque mon frère Patrice lui avait fait la blague de lui dire de s'inscrire aux alcooliques anonymes. Sa manière de parler donnant l'impression qu'elle était saoule. Mais une fois qu'elle avait compris qu'elle ne pourrait plus jamais parler comme avant, la tristesse, l'angoisse et le désespoir avaient remplacé ses sourires et sa bonne humeur. Une fois plongée dans le silence imposé par la maladie, puisque ma mère ne pouvait plus du tout être la même personne. Une fois le diagnostic officiellement annoncé et confirmé par 2 neurologues, je cherchais à me procurer le maximum d'informations sur cette terrible maladie. C'était ainsi que je découvrais le nom de plusieurs associations, ainsi que l'existence d'un film documentaire dans lequel apparaissait l'actrice Clémentine Célarier. Mes parents n'avaient pas souhaité le voir. Je comprenais bien que cela leur était trop difficile d'anticiper le futur de ma mère. À l'inverse, moi, je voulais me préparer au pire qui risquait d'arriver. J'avais vu ce film, je me souviens. J'ai pas vu, c'est pas celui. C'est un acteur, en fait, qui montre sa fin, en fait. Il meurt à la fin, bien sûr. Après, chapitre 3, la descente aux enfers porte au nom la SLA. Ouais. Ouais, quand même. Là, en fait, c'est quand on est rentré ce jour-là, ma mère a dit, je dis à papa, comme ça, il ne va pas me harceler. Après, par contre, on m'a dit. Parce qu'après, je lui mets... une fois le diagnostic de la SLA annoncé officiellement, la famille pouvait être prévenue. J'étais donc enfin libérée d'un lourd secret. Personne ne pouvait savoir comment la maladie allait évoluer pour ma mère. Il nous fallait attendre et réagir en conséquence. Au lieu de rester impuissant et d'assister sans rien faire à son déclin, mon frère aîné Jean-François avait mené des recherches sur Internet. Il m'avait parlé de l'existence d'un livre écrit par un Américain atteint de la SLA qui avait réussi à en guérir au moyen d'un programme de désintoxication. Alors ça a été la connerie, parce que ça lui a fait penser à ma mère qu'elle allait pouvoir guérir au tout début. Après, elle a compris que... Jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elle était encore presque en soins palliatifs, peut-être pas, mais quand elle était au CHU, avant d'être quand elle était au centre, on allait prélever la salive du sang pour ces conneries. Et il a payé je sais pas combien d'euros pour au final rien du tout, quoi. Grosse connerie. Enfin, bref.
c'était sa manière à lui de faire face. Je l'ai laissé faire, moi. Je dis après tout. Bah oui, c'est pareil. Sachant qu'en France, on ne nous proposait aucun traitement pour guérir de cette maladie, nous étions motivés pour expérimenter des choses afin de tenter de sauver notre mère. Bien sûr. C'est ça, hein, on essaie d'être acteur. J'ai acheté rapidement ce livre et mon frère se chargeait de le traduire en français. Il était venu à la maison plusieurs fois le week-end afin de se filmer en vidéo en train de traduire des passages du livre à ma mère. Qu'il écoutait avec attention. J'étais censé faire ensuite la synthèse de tout ce contenu qui comportait plusieurs volets de solutions alternatives possibles, dont la piste intoxication aux métaux lourds et la piste psychologique décodage biologique. Ouais, style Dr Hammer, hein, bah, ouais. Bref. Durant tout le mois de novembre, nous étions beaucoup investis car on y croyait. Ou plutôt, on avait envie d'y croire. Ma mère était d'accord pour essayer ce que mon frère lui proposait et en même temps, elle ne voulait pas se montrer dans cet état. Donc, elle restait réticente à honorer les rendez-vous avec un magnétiseur, un praticien en réflexologie. Pour le psy, il n'en était pas question. En fait, elle n'a pas du tout suivi ce qu'il y a. Souhaitant être encadré au niveau médical, mon frère avait fini par trouver un médecin généraliste, un peu hors norme, qui avait accepté de le recevoir. Des examens réalisés en laboratoire étaient proposés et ont pu être réalisés, mais les résultats n'ont pu être exploités avant le décès de notre mère. Parce qu'au final, quand elle est morte, ça ne va rien. On n'a rien fait du tout. Son état physique se dégradait de jour en jour à tel point qu'elle ne pouvait plus ni se doucher ni s'habiller. Et comme elle refusait toute aide extérieure, ce n'était pas facile de savoir comment réagir en conséquence sans la blesser. Elle se sentait si mal de se montrer ainsi. C'était un peu comme si à la fois elle aurait bien aimé pouvoir guérir grâce à mon frère et à ses solutions alternatives, et en même temps qu'elle était pressée de pouvoir partir se cacher pour mourir. Les chutes devenant de plus en plus rapprochées et nombreuses, cela est devenu véritablement urgent de faire quelque chose. Ma mère ne pouvait déjà plus parler. Pour se faire comprendre, elle devait écrire. Elle avait de plus en plus de mal à avaler, à boire et à manger. Elle n'était capable que de déambuler toute la journée. Un vrai zombie. Elle ne voulait plus être l'aidante qu'elle avait toujours été pour mon père et pour moi. Il n'était donc plus question de compter sur elle pour faire le ménage, nos lits et pour aller faire les courses. Elle ne pouvait pas non plus continuer à processer 3 chats par sang, que j'avais fini par devoir tondre. Elle comptait beaucoup sur moi et refusait toute aide de l'extérieur comme elle l'avait toujours fait. Après, le mois des chutes. On en parlera demain. Voilà, c'est bien. Hein, parce qu'en même temps, c'est vraiment le caractère de ma mère qui n'était pas du tout compatible avec cette maladie. C'est pas possible. Ah bah, de toute façon, je veux dire, la maladie, ça touche... Ça lui est tombé dessus tellement vite. Ah ouais, c'était violent. Que bah, tu peux rien faire. Tu parles plus déjà. Et avant, elle n'avait pas eu des petits signes. Peut-être qu'elle l'a pas dit. Elle des signes. Elle a déclaré. Ils sont passés vraiment inaperçus. Quoi. Inaperçus. Ouais. Elle s'écoutait pas. Elle s'écoutait pas. Ouais, un petit peu l'instabilité. L'instabilité à la marche un peu. Mais très léger, quoi. Il n'y a pas eu vraiment un moment où elle est tombée. Ça a été vraiment crescendo très très vite. Et je me souviens, une fois après. Ouais, donc là, après, il y a des chutes. Puis après, il va y avoir. Elle va arrêter le traitement. Et après, ben. Elle va essayer de voir l'orthophoniste, la kiné. Elle va tomber sur les kinés, elle est con aussi. Bref, et après. De toute façon, qu'est-ce qu'il va lui faire l'orthophoniste ça parle... Oui, et après, il y a le médecin généraliste qui était venu. Et au final. Mais nous, quand on est arrivé, elle parlait. Elle parlait? Je me rappelle, non. Elle avait son petit truc là. Sa visière. Et elle parlait pas. Et je me souviens que c'est toi qui... Elle te parlait, mais tu avais du mal à la comprendre. Beaucoup avec tes gestes. Et c'est toi qui nous disais ce qu'elle voulait. Et elle t'avait écrit aussi. Et elle écrivait avec papier et stylo et il y avait une tablette. Après, elle avait ça à la tablette. Elle avait écrit. Je me souviens, je crois que c'était sur du papier. Elle avait écrit, elle était assise au fond, au fond de ces jours là-bas. Ouais. Et c'est toi qui faisais l'interprète. En fait, quand t'es arrivé, c'était à quelques On est arrivé en décembre. En décembre. Donc, en fait, elle a été hospitalisée au CHU fin décembre, je crois. Fin décembre. Puis après, au centre Bamès. Puis après, elle est revenue 3 jours. Et après, c'était... Semaine en soins palliatifs. Et fini. Ouais. En février. C'est ça. Oui, tu avais fait faire la cloison, là, sur le côté. On a mis le lit et les soins pour qu'elle puisse... Ouais. En vrai, fait, oui, il a fallu descendre son lit médical. Elle avait un lit à eau. De le faire Ouais. avec Dalichou, mais il n'y arrivait pas, Dalichou, à descendre.
Il fallait pas descendre, il fallait la localiser. Après, on va en parler demain. Mais une fois, j'avais essayé de la sortir de son lit. Elle était dans son lit à haut, là-haut, et elle voulait se lever et elle n'y arrivait pas. Et du coup, je l'ai aidée, mais elle était réticente. Hein. C'était pas... Elle aurait préféré se lever toute seule. Enfin, Ouais, pas avoir ouais, mais elle était quand même contente que tu l'aides. Oui, oui. Je l'ai aidée, mais c'était... Elle était lourde, ma mère, hein. Non seulement elle était lourde, mais en plus, c'est que... Elle pouvait pas déjà tenir. dans le lit à eau, elle laisse tomber, et elle s'enfonçait, ouais, je me souviens, mais elle n'arrivait pas à tenir debout. En plus, une fois qu'elle était levée, je me souviens, contre la fenêtre, elle était calée contre la fenêtre. Oui, je me dis, mais comment elle va faire? Et puis, je voulais la tenir pour l'aider. Elle me disait, c'est bon, maintenant que je suis debout. Elle me faisait comprendre que maintenant qu'elle était debout, elle voulait marcher toute seule. Alors, il faut savoir que tous les après-midi, elle me faisait venir pour que je l'aide à sortir du lit et le soir à la coucher. Il fallait le jour remonte parce qu'elle voulait être bien remontée. C'était l'horreur. Enfin, moi, heureusement, j'étais un peu plus vaillante que maintenant. Toutes les nuits, ça bipait parce qu'il y avait le système là, on mettait sous PF et tout. C'était. Ouais. Bah, après, il y aura les suites. Tout ça, j'en parle, hein. C'est la suite. Hein. La suite. Bon, allez, on va ça en attente. Hein. Ça, c'est la partie lourde, mais bon. Faut bien dire. Ouais, faut bien parler. Faut bien parler. Les hein. gens qui viennent là et demandent comment ça va être, et ben voilà. Parce qu'on ne ne dit pas. Entendre ça, hein. Ouais, ben non, ne disent pas, franchement. Jamais on a annoncé ça. Après, ça dépend de chaque personne. Moi, pour ma mère, ça a été très vite. Oui. Surtout, il y a des personnes qui vivent longtemps hein, avec, hein. Oui. Qui vivent plusieurs années. Hein. Mais plusieurs années même. Moi, j'avais vu une fois à la télé un reportage. Et c'était un jeune. Hein. C'est rare. Hein. D'accord. C'était un jeune, mais alors ils vivent dans un état et ils deviennent des légumes. Hein, ils sont couchés et ils ne peuvent rien faire tout seuls. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, même s'ils peuvent juste bouger les yeux, ils arrivent encore à communiquer. Il y en a qui arrivent à écrire des bouquins comme ça. Et si ça leur satisfait encore, comme ça. Oui, ils s'accrochent à la vie. Mais il y en a d'autres qui disent, après moi, je ne peux plus manger, je ne peux plus bouger, j'ai fini. Il y a même des gens qui ont avec une sclérose en plaques qui disent ils vont ensuite faut se faire euthanasier, quoi. Il y a des gens, voilà, après ça dépend de ses limites. Ouais, ses limites, qu'est-ce que tu peux supporter. Ouais, comment tu peux vivre. Syndrome, comment ça s'appelle le syndrome, tu sais, celui qui peut juste battre de paupières pour se faire comprendre. Là. Un oui, un deux, non. Enfin, c'est terrible. Syndrome, je voir. Ouais. Ils sont enfermés dans leur corps, quoi. Bah, il y en a qui vont ils préfèrent vivre comme ça que de mourir. Bien sûr. Et d'autres qui ne pourraient pas supporter. C'est des points de caractère aussi, hein, des personnalités. Ça dépend comment de ton vécu, comment t'as vécu avant la maladie. Et ça, il faut le respecter. Aussi, c'est pour ça que c'est bien qu'il existe des associations de ce type mourir dans la dignité, parce que voilà, on ne va pas imposer aux gens de mourir comme ça. Ça fait débat très souvent. Mais on ne peut pas dire à l'avance, le jour où je suis dans cet état-là, je me flingue. Déjà, tu ne peux pas te flinguer. C'est facile à dire. Hein. Je vais aller en Suisse, ma mère elle dit toujours, elle n'a jamais été. Il faut faire la démarche, il faut y aller. Mais moi, des fois, quand j'en parle, je demande toi-même un train, un jour, je ne pourrais pas. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de le faire. Mais tu sais comment il faut procéder pour pouvoir aller en Suisse? Déjà, il faut se renseigner, ça coûte très cher. Il faut y aller plusieurs fois, il faut voir un psychologue, c'est toute une procédure. Hein. Tu n'arrives pas comme ça avec... Non. J'ai pas envie de vivre. Ouais, mais heureusement d'ailleurs, heureusement. Et heureusement, parce que sinon... Bon, c'était le fromage. Bon, allez, voilà, on vous laisse. Non, ça fait une demi-heure. La suite, Rocher, l'épisode. Bah ouais, c'était intéressant. Pendant que tu montes, je vais vider le lave-vaisselle, je mets la table. Je vais sortir un petit bout de fromage.